Bon, moi, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous parler un petit peu. Il y a beaucoup de notions que je vais parler qu'on a déjà abordées. Il y aura certainement des généralités, donc j'espère pas trop général quand même, et que vous en retirez quand même quelques informations intéressantes. Donc moi, je suis Damien Bouchard, donc je travaille à l'Agence du médicament vétérinaire, donc une agence au sein de la grande agence qu'est l'ANSES. Donc moi, je vais commencer par parler un petit peu d'utilisation d'antibiotiques en médecine vétérinaire. Donc rapidement, en fait, en médecine vétérinaire, et je prie de m'excuser, mais les diapositives sont en anglais. Je pense que ça ne posera pas de problème, mais j'ai pas fait l'effort de les traduire. Veuillez m'excuser pour cela. Donc en médecine vétérinaire, on définit 4 types d'antibiothérapie. Je ne vais pas vous poser les questions, mais en tout cas, il y a 4 types d'antibiothérapie. La première qui est connue, effectivement, c'est l'utilisation en tant que facteur de croissance. Mais dans l'Union européenne, effectivement, celle-ci est, on va dire, inscrite maintenant dans les textes et interdite depuis 2006. Donc l'usage en facteur de croissance, maintenant, c'est quelque chose d'interdit, on va dire, en Union européenne. Sachant que, par exemple, il y a des travaux de l'OIE qui mesurent cette consommation d'antibiotiques en facteur de croissance au niveau mondial. Et on voit bien que des pays qui sont aussi développés, comme les États-Unis ou même la Chine, continue d'utiliser par exemple des antibiotiques en tant que facteur de croissance. Le deuxième type d'utilisation d'antibiotiques en médecine vétérinaire, c'est l'utilisation en prophylaxie. Donc on va dire ici c'est un traitement antibiotique sur animaux sains. La deuxième, c'est ce qu'on va appeler la métaphylaxie, donc là peut-être plus destinée à des animaux producteurs de denrées, donc qui consiste effectivement à traiter un groupe d'animaux dont le statut clinique en fait est mixte, c'est-à-dire des animaux qui sont sains et d'autres qui sont malades. Et enfin, il y a le traitement thérapeutique, donc qui est un traitement spécifique des animaux qui sont malades. Quand on regarde le statut sanitaire, on voit bien qu'en fait, ici on a... il n'y a pas de souris en fait. Non, il n'y a pas de souris. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une augmentation Ah oui, il y a le pointeur. Oui, bref, en gros, il n'y a pas besoin de pointeur, mais il y a une augmentation du statut de l'animal. Par contre, quand on regarde la consommation d'antibiotiques et la charge bactérienne relative à ce statut sanitaire de l'animal et par rapport à l'antibiothérapie, on voit bien que, en fait, en fonction entre la prophylaxie, par exemple, et la thérapeutique, il y a une réduction de l'usage d'antibiotiques. Donc c'est un levier qu'on peut faire, notamment dans les élevages de production de denrées, plutôt que d'avoir des traitements systématiques sur l'ensemble du cheptel, on peut avoir des traitements ciblés uniquement sur les animaux malades. Donc là, c'est un levier pour réduire sa consommation et en plus au bénéfice de l'animal, puisqu'en termes de bénéfices cliniques, on voit bien que pour un animal en prophylaxie ou en métaphylaxie, la charge bactérienne va être beaucoup plus faible que lors d'une antibiothérapie curative. Et donc là, c'est aussi des questions que nous, on doit se poser lorsque l'on prescrit un antibiotique, notamment là c'est vraiment sur un contexte d'animaux de production. Donc lorsque l'on regarde effectivement, donc c'est des notions qu'on a déjà parlé, de flore pathogène, de flore commensale, etc. Mais lorsqu'on regarde l'impact d'une antibiothérapie sur, on va dire, l'organisme traité, ici par exemple l'exemple d'une antibiothérapie par voie orale, lorsque l'on administre cet antibiotique, l'antibiotique va se diviser en 2 fractions. La fraction F, en fait, qui est une fraction biodisponible et absorbée au niveau du site voulu. Donc c'est l'objectif en fait, de notre antibiothérapie, puisque l'objectif c'est d'atteindre une concentration suffisante dans la biophase cible en fait, pour éliminer le pathogène. Par contre, il y a systématiquement, et pour tout traitement antibiotique, il n'y a pas d'antibiotique qui se protège de cela. Il va y avoir une fraction qui, elle, passe directement dans le tractus digestif et va exposer en fait les flores zoonotiques et les commensaux. Et donc là, en fait, c'est une exposition collatérale qui va avoir lieu et à ce niveau-là, en fait, va pouvoir sélectionner différents types de résistance au niveau de la flore digestive de l'animal ou même de l'homme. Et le problème de ces flores zoonotiques et commensales qui sont sélectionnées dans le tube digestif, c'est qu'elles vont pouvoir directement rentrer dans la chaîne alimentaire ou directement dans l'environnement par excrétion, typiquement dans les fesses. Donc lorsque l'on regarde les différents impacts d'une antibiothérapie, on a un impact sur le pathogène, un impact sur les zoonotiques, un impact sur les commensaux. Donc on voit bien que si on veut mettre en point un système de surveillance qui est optimal, et d'ailleurs c'est ce qui est mis en place au niveau européen, il va falloir suivre ces 3 différentes flores au niveau des différents individus.
Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des informations sur ces différentes flores bactériennes? Tout d'abord, si on considère la flore pathogène et si on considère une résistance au sein de cette flore pathogène, en fait, cela va conduire à un problème d'efficacité chez l'animal ou chez l'homme, mais là précisément dans l'animal, et cela présente en fait un risque de santé, mais uniquement à l'échelle individuelle pour l'animal. C'est le cas d'un échec thérapeutique. Si l'on part du principe d'une bactérie zoonotique, là c'est un problème notamment de chaîne alimentaire qui va créer en fait un risque d'infection via un aliment contaminé. Et là aussi c'est un risque santé individuel pour l'homme. Par contre, si on part sur la résistance au niveau des flores commensales, là c'est un problème qui va s'apparenter plus à un problème collectif, puisque en fait on va retrouver ces flores disséminées globalement dans l'environnement et en fait ça va former ce qu'on appelle classiquement un réservoir de gènes de résistance. Et si l'on part du principe qu'on a une certaine gradation, on va dire, dans ce risque sous-jacent, quand on considère en fait, en termes d'évaluation de risque, quels sont les risques liés à tous ces aspects entre la voie d'administration et les risques de sélection de la résistance, on va considérer que la voie orale en fait est la voie d'exposition la plus à risque, puisqu'elle va exposer la flore intestinale, et que la flore commensale présente aussi un risque qui est non négligeable, puisqu'elle va être considérée comme réservoir de gènes aux antibiorésistances, qui aura la capacité en fait, de transférer et disséminer l'ensemble de ces résistances aux autres populations bactériennes, les pathogènes et les zoonotiques. Donc on voit bien que tout traitement antibiotique n'est pas anodin. Il n'y a pas que les flores pathogènes qui sont ciblées lors d'un traitement antibiotique, il y a ces deux autres types de flores, zoonotiques et commensaux, qui peuvent avoir lieu. Ici sur cette diapositive, vous est juste présenté en fait, c'est le nombre de copies de gènes de résistance en fait en fonction de la voie, dans les fesses, en fonction de la voie d'administration. Donc c'est juste pour illustrer mes propos et on voit en fait clairement, donc ici vous avez le groupe contrôle sans traitement, donc on a toujours un niveau basal quand même de niveau de résistance, mais par contre on voit clairement ici la ligne supérieure en fait, c'est là où on retrouve le plus de gènes de résistance et cela concerne notamment la voie orale. Donc on voit bien que la voie orale sera une voie qui sera considérée en termes d'évaluation de risque antibiorésistance comme la voie la plus critique. Donc là, on voit bien qu'il y a une question qu'on doit se poser sur quelle voie d'administration je vais choisir en fonction de quelle cible et combien d'animaux je dois traiter, etc. Donc, sachant que l'objectif est d'avoir un traitement le plus ciblé sur le nombre d'animaux le plus restreint. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est avoir une connaissance aussi théorique mais pratique de quel antimicrobien je vais utiliser. Et on connaît classiquement les différents types de catégorisation des antimicrobiens. La première question qu'il faut se poser, c'est effectivement sur le spectre de l'antibiotique à choisir, sachant que l'idéal, c'est non pas d'avoir un antibiotique à large spectre pour avoir une prescription un petit peu probabiliste, mais l'objectif, c'est d'avoir une thérapie qui soit ciblée. C'est pour ça qu'on recommande de plus en plus de faire des tests de susceptibilité, ou au contraire parfois de l'imposer dans la loi pour que ça devienne obligatoire. Donc ici sur cette diapositive, je ne vais pas y passer trop de temps parce que c'est vraiment des connaissances générales, mais c'était juste pour vous montrer que ces questions doivent se poser avant toute prescription, notamment la question de spectre. Donc on connaît la classification des antimicrobiens par rapport au spectre des antibiotiques, entre les très larges spectres, les larges spectres et des spectres plus ciblés. Donc ça c'est un premier niveau de questions qu'on doit se poser. Donc sachant que le plus pertinent c'est d'arriver vers des spectres de plus en plus étroits ciblés sur des animaux de moins en moins nombreux. Bien sûr, d'autres systèmes de classification et de catégorisation des antibiotiques sont connus, comme les modes d'action, donc bactériostatiques, bactéricides ou encore sur les cibles. Mais bon, à mon avis, ça ne se pose pas quand il y a une prescription d'antibiotiques, mais c'est quand même des connaissances générales qui peut être intéressant d'avoir en tête. Mais il y a une quatrième catégorisation qui, on va dire, est plus ou moins ancienne, mais qui est intéressant aussi d'avoir en tête, c'est la catégorisation via la pharmacodynamie et la pharmacologie des différents antibiotiques. Donc je ne vais pas y passer non plus trop de temps, mais il faut savoir, et je pense que vous le savez très bien, mais il y a des antibiotiques qui sont dits dose ou concentration dépendants, avec, on va dire, un effet qui est majoritairement lié à la concentration et à l'effet pic, en fait. Donc par exemple, typiquement, c'était la phrase sur les fluoroquinolones, taper vite et fort. Par exemple, c'était l'objectif d'avoir une concentration sanguine qui soit élevée pour arriver à une efficacité thérapeutique. Et ici, vous est présenté, par exemple, le profil de bactéricidie lorsqu'on fait des études in vitro.
Il y a des antibiotiques qui sont dits temps dépendants, donc là avec un effet qui est non pas lié à la dose, mais qui est lié à la durée d'exposition au-dessus de la CMI, typiquement les bêta-lactamines par exemple. Et de la même manière, on a un profil de cinétique de bactéricidie in vitro qui montre que dans les premières phases, en fait, on n'a pas de différence de pente, dans la pente de bactéricidie. Et enfin, on a des profils d'antibiotiques qui sont un peu mixtes et qui sont dits codépendants. Et donc, au travers de ces différents aspects pharmacologiques liés aux antibiotiques, en fait, va découler un nouveau système de catégorisation et ce qu'on appelle en fait les critères de catégorisation qui sont liés aux critères pharmacocinétiques, pharmacodynamiques des antibiotiques. Et on va identifier différentes catégorisations, donc qui peut être aussi important d'avoir des connaissances là-dessus pour avoir justement une prescription bien ciblée et bien contrôlée, donc et en fait, ça découle de ce qu'on appelle l'usage responsable des antibiotiques ou rationnel, c'est-à-dire une prescription rationnelle doit être faite en toute connaissance de cause. Donc des antibiotiques qui sont dits type 1, concentration dépendant. Donc pour ces antibiotiques, l'objectif, ça va être une optimisation de la concentration plasmatique. Donc ça va être vraiment l'enjeu crucial. Donc identifier la CMI si possible de la bactérie cible pour après avoir une concentration plasmatique suffisante pour éradiquer le pathogène. Et dans le cas des fluoroquinolones, par exemple, c'est même avoir une concentration suffisante pour prévenir l'apparition des mutants. Donc ça, je ne dis pas que à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est mis en place, mais c'est des pistes de réflexion aujourd'hui qui sont faites pour essayer d'améliorer l'antibiothérapie en médecine vétérinaire. Les types 2, c'est des antibiotiques qui sont dits temps dépendants, donc je l'ai dit, type pénicilline ou céphalosporine. Et donc là, à l'inverse, l'objectif va être d'optimiser la durée d'exposition, donc journalière, mais aussi de bien s'assurer de la durée de traitement globale. Et donc, enfin, vous avez un type 3 qui est, on va dire, codépendance. Et là, l'objectif, c'est d'optimiser la dose d'antibiotiques administrée pour avoir une exposition suffisamment élevée et une durée d'exposition suffisamment longue. Et donc, au travers de cette différente catégorisation, qui peut, je ne sais pas si elle est connue, mais en tout cas qui peut être un petit peu plus nouvelle par rapport à ce qu'on pouvait connaître dans la catégorisation des antibiotiques, c'est vraiment important parce que là, vraiment, c'est des paramètres qui sont tout de suite corrélés en fait à des paramètres cliniques et à des mesures pharmacocinétiques qui peuvent être intéressantes. Et de ça, bon, je vais pas m'attarder beaucoup là-dessus, mais il y a des indicateurs en fait d'efficacité théorique d'antibiothérapie qui sont développés, qui sont dits des PKPD index. Et si je le cite ici, c'est pas anodin, c'est parce que c'est sur ces index qu'est développée l'optimisation des antibiotiques anciens. Donc aujourd'hui, tous les projets d'optimisation des antibiotiques anciens qui sont en cours dans la médecine vétérinaire, soit au niveau national par un groupe de travail qui a été présidé par le professeur Bousquet-Melou de l'école vétérinaire de Toulouse, ou au niveau européen par l'Agence européenne du médicament, reposent sur ces concepts de PKPD pour optimiser nos antibiotiques anciens. Donc, je rejoins mes collègues, il n'y a pas besoin de nouvelles antibiotiques pour la médecine vétérinaire. Par contre, on peut optimiser nos anciens pour maintenir l'efficacité de ces anciennes classes. Donc une fois qu'on a vu un petit peu tout ça, c'est-à-dire la voie d'administration est importante, le spectre d'activité est aussi important, la connaissance théorique de nos antibiotiques est aussi importante, mais qu'est-ce qu'on fait finalement de nous en termes d'évaluation de risque et d'impact en politique nationale ou européenne? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc on utilise toutes ces informations pour faire de l'évaluation de risque. Et donc l'évaluation de risque, finalement, c'est vraiment basé sur la science et avec les systèmes de surveillance. Donc à partir de tout ça, on va émettre des décisions qui vont impacter l'arsenal thérapeutique des vétérinaires. Donc concernant l'analyse de risque, il faut bien différencier déjà le risque du danger. Donc il peut y avoir un danger sans risque, puisque le risque, en fait, c'est la probabilité qu'un danger survienne. Donc ça, c'est une première notion importante à avoir. Et une analyse de risque se fait toujours en 3 parties, c'est-à-dire avec une évaluation du risque, la mise en place de gestion de risque et après une communication de risque. Donc par exemple, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une action de communication sur les risques liés à l'antibiorésistance. Donc systématiquement, une analyse de risque est conjointement associée à ces 3 piliers, l'évaluation, le risk management et la communication. Donc la communication, je la fais aujourd'hui. Par contre, moi, je vais vous parler un petit peu plus de l'évaluation de risque et je vais, on va dire, survoler rapidement la gestion des risques mis en place. Par rapport à l'évaluation de risque, juste à titre d'information, il y a plusieurs structures internationales, l'OMS, la FAO,
ont des lignes ou les codex alimentarius ont des lignes directrices sur qu'est-ce qu'une évaluation de risque, mais celle-ci, en fait, c'est la ligne directrice la plus récente sur l'évaluation de risque à la résistance aux antibiotiques, qui vient d'être publiée par l'Agence européenne du médicament, et finalement qui expose qu'une évaluation de risque, c'est plusieurs étapes. D'abord, la caractérisation du danger, donc, qui passe par l'identification de quelles sont les flores résistantes liées à l'usage de mon antibiotique qu'il faudra considérer. Ce qu'on appelle le relargage, donc quelles vont être en fait les voies biologiques permettant entre l'usage et l'exposition, en fait, donc quelles sont les voies possibles de transmission de la résistance. L'exposition, donc quelles vont être les voies d'exposition. Donc une des voies auxquelles on pense tout de suite quand on parle animaux de production, c'est la voie alimentaire, mais je vais y revenir tout à l'heure, et on a déjà introduit ça, mes collègues l'ont déjà introduit, on voit bien qu'il y a potentiellement d'autres voies de transmission que l'aliment pour le transfert de la résistance. Et enfin, la dernière étape d'une évaluation de risque, c'est l'évaluation des conséquences. Donc entre quelles sont les conséquences pour l'usage en médecine vétérinaire, quelle va être la conséquence pour la médecine humaine si on utilise cet antibiotique en médecine vétérinaire. Et on peut très bien voir ici, par exemple, beaucoup de dangers en médecine vétérinaire, beaucoup d'usages et beaucoup de voies d'exposition, mais si finalement il n'y a aucune conséquence pour la médecine humaine, finalement l'évaluation de risque n'aboutira à rien. Donc il faut bien voir que tous ces éléments sont importants et étroitement liés pour aboutir à une évaluation de risque pertinente. Si je pars donc je ne vais pas détailler tous les points, mais ça peut être intéressant notamment sur l'aspect des voies d'exposition. Donc on a déjà largement abordé la voie d'exposition alimentaire par mon collègue Jean-Yves Madec ici présent. Donc ici, par exemple, on peut utiliser les données de l'EFSA qui font une surveillance justement du niveau de contamination des denrées et même de la résistance des flores zoonotiques au niveau des zoonotiques donc issus d'origine alimentaire. Par contre, un des aspects qui est intéressant et qui n'était pas jusqu'alors pris en compte dans l'évaluation de risque, c'est les nouvelles voies de transmission. Et une voie de transmission qui est aujourd'hui clairement explicitée dans les recommandations, c'est par exemple le contact direct entre les animaux, les éleveurs ou les propriétaires. Ici, j'ai pris deux exemples qui ont déjà été mentionnés par Jean-Yves, mais ici, je viens renforcer cela parce qu'aujourd'hui, ça contribue et demain, on pourrait voir des actions concrètes parce que, par exemple, on va considérer qu'il y a un risque trop fort de transmission de contact à contact entre animaux domestiques et son propriétaire ou entre l'éleveur et ses animaux. Et ici, donc, deux exemples. Le premier est issu du rapport, donc c'est un rapport danois. Hein. Le DanMap est un rapport qui suit l'usage et la résistance au Danemark, mais dans ce rapport, il y avait ce graphique qui est relativement intéressant, qui montre en bleu, c'est la population qui est en contact avec les porcs, les élevages porcins, et en orange, les populations qui ne sont pas au contact des élevages porcins. Et ça, c'est des cas en fait de personnes qui entrent à l'hôpital. Hein. Et donc, en fait, on voit clairement que l'incidence chez les personnes qui sont en contact avec l'élevage porcin sont plus à risque d'avoir des infections à staph au niveau de l'hôpital que les personnes qui ne sont non considérées, non en contact avec les élevages. Donc ça, par exemple, c'est des informations qu'aujourd'hui on utilise pour faire de l'évaluation de risque, pour justement mesurer le risque ou non et l'acceptabilité d'utiliser un antibiotique ou non dans telle ou telle filière. Le deuxième exemple, il a déjà été présenté, mais ça concerne justement non pas le Staphylococcus aureus, mais le pseudo-intermidus chez les animaux domestiques. Et donc on voit bien aussi qu'il peut y avoir des transmissions entre guillemets entre l'animal et son propriétaire. Et donc ça aujourd'hui, donc la science évolue. Les recommandations prennent en compte ces évolutions dans la science pour justement mettre en place des politiques acceptables. Si on part sur l'aspect d'évaluation des conséquences, concernant les conséquences, on l'a déjà, c'était le premier orateur intervenant aujourd'hui sur la criticité des antibiotiques. Il faut bien savoir que quand on parle de criticité des antibiotiques aussi en médecine vétérinaire, on parle toujours de la criticité des antibiotiques pour la médecine humaine. Je précise parce qu'il y a toujours des mécompréhensions quand on parle d'antibiotiques critiques. On dit mais il est critique pour les vétos, la médecine humaine. Non, la problématique de la résistance aux antibiotiques, c'est l'homme.
entre guillemets, pour être caricatural, la résistance chez les animaux, peu importe qu'il y ait des traitements... Excusez-moi, hein, mais c'est un peu l'objectif. Notre objectif, c'est de protéger les humains. On souhaite conserver l'usage des antibiotiques en filière animale, mais l'objectif in fine, c'est la résistance humaine. Donc quand on parle d'antibiotiques critiques, ouais, il faut vraiment considérer ça à l'échelle de l'homme. Et donc à ce titre, en fait, vous avez ces niveaux de catégorisation et de priorité, donc des pathogènes importants, donc il faudra vraiment prendre en considération ces différents points. Je vais juste conclure rapidement sur les mesures de gestion qui sont mises en place liées à toutes ces évaluations de risque. Donc il faut bien savoir que l'évaluation de risque, c'est toute l'année, et donc il y a des mesures de gestion qui peuvent être prises. Ici, je cite 4 mesures de gestion principales, mais aujourd'hui, je vais présenter rapidement uniquement une des mesures importantes, puisqu'elle vous concerne au quotidien, qui est en fait le RCP de nos autorisations de mise sur le marché, donc l'information qui est présente dans le RCP. Je vais juste mentionner que la principale mesure de gestion de risque, c'est effectivement de bien suivre les catégorisations des antibiotiques dont découlent après les treatment guidelines, excusez-moi, les recommandations de traitement de première et deuxième intention. Il y a, comme je vous ai déjà mentionné, l'optimisation des antibiotiques anciens. Donc ça, c'est tout un travail qui est actuel. Et comme je vous l'ai déjà mentionné, il y a des référés communautaires qui aboutissent au retrait ou non de certaines AMM. J'ai mentionné l'enrofloxacine en volaille, l'oxyde de zinc. Donc tout ça, en fait, ça découle d'une évaluation de risque. Et vous voyez, ça peut aboutir au retrait des autorisations de mise sur le marché pour les vétérinaires. Concernant le RCP des antibiotiques, donc il faut bien voir que les RCP, ce n'est pas uniquement une boîte à informations, c'est un réel outil de gestion de risque, puisque l'ensemble des risques et les mesures de gestion qui lui sont apposées sont mentionnées dans le RCP. Et donc vous trouverez dans le RCP des antibiotiques, notamment en point 4 et en point 5 sur les pharmacologies, beaucoup d'informations. Je ne dis pas sur les anciens RCP, mais sur des RCP plus récents, où là on a fait un effort d'information pour informer les vétérinaires prescripteurs de l'importance de ce genre de choses. Donc on a mis plein d'informations dans le RCP pour améliorer le niveau de connaissance. Donc ça peut être des restrictions d'indication ou justement des phrases, notamment sur la posologie de l'antibiotique, et en pharmacologie des informations même sur les CMI ou la prévalence des résistances pour telle ou telle flore pathogène. Je ne vais pas passer ça en détail, mais dans l'RCP, vous trouverez aussi des phrases de warning qui sont censées sensibiliser le vétérinaire aussi à la problématique d'antibiorésistance. Et une des phrases qui a été rajoutée maintenant depuis 5-6 ans dans tous les RCP concernant les antibiotiques, c'est la nécessité de faire une identification et une sensibilité bactérienne par des tests adéquats. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. De toute façon, il ne restait plus qu'une slide, mais non importante. Donc je vous remercie tous pour votre attention.